Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer ce webinaire dédié à la technologie Markforged. Donc, que l'on organise avec la société Markforged et 3DZ. Je suis Sébastien Moussard d'Alizé Plasturgie. Donc, nous organisons ce webinaire dans le cadre des mardis de la 3D que nous avons démarré il y a un peu plus d'un mois. Et l'objectif de ces webinaires, c'est de vous présenter, sur une série qui va durer jusqu'au mois de juin, de vous présenter les différentes technologies représentées au sein de notre plateforme, qui sont représentatives aujourd'hui des technologies 3D. Donc aujourd'hui, un focus sur la technologie composite Marforge qui permet de fabriquer des pièces à haute tenue mécanique. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de Patrick Ferrari, CEO de 3DZ France, et de Jocelyn Guimbaud, de la société Marforge, qui est ingénieur application. Bonjour. Juste en préambule, quelques éléments pratiques. Cette présentation devrait durer à peu près une quarantaine de minutes et nous prendrons le temps de Bonjour répondre à vos questions. Étant donné que votre micro est coupé, vous avez l'opportunité évidemment de poser vos questions via le chat. Donc au niveau de votre onglet à droite, vous avez une partie pour répondre pour poser vos questions. Et ensuite, toute cette vidéo sera rediffusée et pourra être revue sur le site d'Alizé, donc sur www.alizé-plasturgie.org. Et puis n'hésitez pas aussi, vous aurez un questionnaire de satisfaction suite à ce webinaire qui nous permettra aussi d'avoir vos retours. Donc sur le programme de ce webinaire, de ces 40 minutes, je vous présenterai en préambule Alizé Plasturgie pour ceux qui ne connaissent pas et notre plateforme de fabrication additive. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet avec une introduction de 3DZ et de Marforge et qui vous présenteront ensuite la technologie Marforge, les matériaux et évidemment tous les champs d'application de la technologie. Et puis, un petit focus en fin de présentation sur l'impression 3D métal. Donc quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Alizé Plasturgie. Donc on est le syndicat professionnel des plasturgistes. On rassemble à peu près 900 adhérents sur le tiers est de la France, de la région Occitanie jusqu'à la région Grand Est. Donc on a différents services, juridiques, HSE, intelligence économique, matériothèque, et puis depuis un peu plus d'un an, nous avons une plateforme fabrication additive qui a pour rôle de conseiller et d'accompagner les industriels autour de la fabrication additive, donc notamment sur de la sensibilisation aux technologies, sur de l'aide au choix des matériaux disponibles en impression 3D et l'aide au choix technologique. On a aussi une forte expertise sur les développements des outillages, notamment en impression 3D, et puis on peut aussi effectivement vous conseiller sur les différentes étapes de la conception, du choix matière, comme je l'ai évoqué. Donc la force, effectivement, d'accéder à un parc de 8 machines représentatives des technologies. Hein, vous verrez fil, résine et poudre. Donc ce webinaire fera un focus sur la technologie fil de Markforged. Et puis c'est aussi accéder à un réseau de partenaires autour des différentes thématiques, que ce soit la conception, le numérique, les matériaux, les technologies, et plus largement sur l'enseignement et la recherche, l'innovation. On vient de mettre en place aussi une veille stratégique sur la fabrication additive, et on organise régulièrement des journées techniques et des webinaires comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Au sein d'Alizé Plasturgie, on a aussi un pôle formation. Donc on peut aussi dispenser des formations, en formation continue, à différents niveaux. Sur un niveau 1, plutôt sensibilisation, et sur l'aspect conception. Et pour un niveau un peu plus expert, on va dire, sur l'optimisation topologique, des formations spécifiques sur différentes technologies ou sur des formations contrôle. Et puis ces formations spécifiques pour l'impression 3D métal en partenariat. Et puis aussi, on travaille énormément avec les universités et les écoles d'ingénieurs du côté de Lyon pour dispenser des formations aux étudiants. Cette plateforme a été financée dans le cadre d'un PIA, d'un grand plan d'investissement d'avenir, avec un soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Banque des Territoires. Pour ceux qui seraient intéressés par nos expertises, nous avons été sélectionnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire bénéficier des industriels un financement des prestations, de l'ordre de 50%,
notamment sur l'aspect conseil et l'aspect accompagnement au choix technologique. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins. Donc au sein de la plateforme, je vous le disais tout à l'heure, donc on a différentes technologies, hein. On a 8 machines, résine, poudre et fil. Et donc un focus sur la thématique de ce webinaire, qui est effectivement la technologie fil Mark II. Donc aujourd'hui, nous avons à disposition sur Lyon une machine qui permet de tester et qui permet de mettre en avant la technologie Markforged, notamment via ces matériaux disponibles. Donc on est équipé d'une technologie qui permet de déposer du polyamide fibre longue, carbone, verre ou Kevlar. Et puis avec de nombreux avantages, donc je ne vais pas passer plus de temps que ça sur la technologie, mais sachez qu'effectivement on a la machine au sein de la plateforme à Lyon 8e. Et je vais maintenant laisser la parole donc, à Patrick Ferrari et Jocelyn Guimbaud qui vont vous présenter la technologie et les matériaux disponibles. Donc remettez bien le micro, hein, Jocelyn ou Patrick. Merci, oui, Sébastien. Écoutez, Patrick Ferrari, donc... Patrick, on t'entend pas. Normalement, Jocelyn, tu... vous devez m'entendre aussi. Allô, Patrick? Allô, Jocelyn? Oui, ouais, oui, bon, c'est bon. Jocelyn, je te laisse reprendre. Bonjour à tous. Oui, effectivement, ouais. Peut-être attendre de voir si... C'est bon, Patrick? Oui, bah, Jocelyn, oui, moi, Jocelyn, bon. Normalement, ça fonctionne bien, normalement. Là, oui. Ça a l'air d'aller. Allez, je vous laisse continuer. Vas-y, Jocelyn. Bon. Bonjour à tous, en tout cas, je vais lancer effectivement le webinaire. Donc, ok, on t'entend pas du tout, Patrick, en fait. On n'entend qu'un mot sur deux. Bon, Jocelyn, je te propose de faire la présentation. Bon, je vais commencer. Donc, ouais, effectivement. Bah, je vais changer le. Je vais passer par téléphone. Ok. Donc, très rapidement. Merci à tous d'être présents donc du coup pour ce webinaire sur la technologie Markforged et donc du coup sur la réponse à des applications industrielles avec des pièces à haute valeur ajoutée. Donc durant l'agenda, nous allons passer en revue une présentation rapide donc de ces 3DZ et Markforged, la plateforme et le processus Markforged, et puis nous allons aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la fibre continue et de la fabrication 3D. Nous allons ensuite enchaîner sur des cas d'application concrets, parce que chez Markforged, c'est essentiellement ce sur quoi on s'appuie. Et puis les mises en pratique qu'on peut voir à travers l'industrie. Et nous ferons une ouverture à la fin sur l'impression métal et donc le mime-like. Patrick, est-ce que tu nous entends? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Si. Oui, c'est bon. Est-ce que du coup, vous m'entendez ou pas? Oui. Ok, super. Donc 3DZ, le groupe 3DZ aujourd'hui, on a 3 types d'axes, très clairement. L'axe matériel, l'axe logiciel et l'axe scanner pour être un intégrateur. Donc on accompagne effectivement soit sur le choix des matériels, soit en même temps la capacité à aller travailler sur des problématiques de production. Donc ça, c'est un premier point. Vous voyez impression à la demande à droite, clairement, ces impressions-là sont généralement et uniquement traitées sur de l'accompagnement pour la production et la validation des prototypes. Et en dessous, formation et conseil, dans le sens où, effectivement, on vous accompagne pour dimensionner, faire les études et aller jusqu'au proof of concept. Next. En quelques chiffres, très rapidement, qui on est. On est présent dans 9 pays. On a à peu près 1200 imprimantes installées. On fait à peu près 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Next. Alors, je reprends la main effectivement pour présenter Markforged. Donc, c'est une société qui a été créée en 2013, qui est basée à Boston, Massachusetts, avec bon nombre d'ingénieurs sortis du MIT. Et la première machine a été livrée donc un an après, en 2014.
On est une société qui a une croissance annuelle de plus de 300%, environ 300 employés à travers le monde, environ dans 150 pays, et des partenariats stratégiques sur les logiciels, l'automobile et la fabrication. Nos clients sont aussi nos investisseurs et l'investissement est directement lié à l'hypercroissance. Donc, on compte au capital des sociétés comme Microsoft, Porsche et Siemens. Aujourd'hui, Markforged, c'est environ un parc machine de 7500, un peu plus de 7500 machines déployées à travers 60 pays. Et donc, c'est un chiffre qui est en constante évolution parce qu'il y a des usines à travers le monde et des demandes constantes. L'ensemble de nos clients, le panel de nos clients est assez large, ça va de l'aéronautique jusqu'au médical. Vous pouvez retrouver quelques grands noms qui nous ont fait confiance, notamment pour tout ce qui est aide à la production, aide à l'assemblage. Mais on a aussi des clients un peu plus spécifiques comme l'armée américaine qui utilisent nos machines pour déployer au plus proche de leurs interventions et imprimer des pièces fonctionnels au plus proche de leurs besoins. Ok, super, merci Jocelyn. Donc on vous a proposé un agenda qui est composé de 5 parties. Première partie, un rappel sur de quoi est composée l'offre Markforged. Deuxième partie, on va rentrer dans le détail des matériaux et qu'est-ce qui fait vraiment la différenciation de cette technologie par rapport à d'autres acteurs du marché. Troisième partie, vrai client, valeur réelle, c'est-à-dire au travers d'exemples, des cas concrets vous permettant de vous transposer et d'imaginer dans vos propres ateliers ou au sein de votre structure comment on pourrait optimiser l'utilisation de cette machine-là, de cette technologie-là. Et puis donc 4 et 5 avec de la mise en pratique concrète sur 2-3 cas. Et une transposition sur le métal. On verra quelles sont les ouvertures potentielles et en quoi on fait effectivement ce lien entre partie composite et partie métal. Next. Ça marche. Voilà. OK. Pardon. Je pense qu'il y a un petit loupé. Voilà, super. Ah, c'est bon. Attends, c'est. Merci, Jocelyn. Garde la main, bon. Sébastien. Non, pas de souci. je 3 briques essentielles sur cette technologie pour bien comprendre. Première brique sur laquelle Markforged a fait une grande différence, c'est la brique solution software sur le pilotage, par la simplicité, par le fait d'anticiper effectivement une approche industrie 4.0. Donc, on va voir comment. Deuxième point, c'est sur la base mécanique et technique avec 2 gammes de matériel, une gamme dite de bureau et une gamme dite industrielle. On verra en quoi un peu plus tard on les différencie. Et enfin, des matériaux très particuliers qui vont permettre d'avoir des grandes résistances mécaniques, mais surtout de répondre aux 3 points forts de Markforged: résistance mécanique, qualité esthétique et répétabilité des machines. Next. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que pour que vous compreniez comment ça s'articule au niveau de ce logiciel et que vous puissiez avoir une petite vue ergonomique de l'utilisation, vous allez voir que on va lancer une petite vidéo sur laquelle vous allez voir la création de la librairie et la facilité de paramétrage et pour le composite et pour le métal, avec la composition d'un plateau. Ça va vous permettre d'avoir une visibilité et on vous laisse prendre connaissance de la vidéo et nous reprenons tout de suite à la suite de celle-ci. Tout à fait. Donc on lance la vidéo, donc il n'y aura pas de son pendant ce temps-là. Tout à fait.
montant des remboursements obligatoires, montant de remboursement mutuel, etc. Donc, et ensuite, je me remplis toutes les cases et je vous dis ce que ça représente. Voilà, je vous redonne la main. Oui, super. Merci Sébastien. Au travers de cette vidéo, vous avez pu voir 3 points essentiels. Premier point, c'est la capacité du logiciel à vous créer une bibliothèque dynamique digitale qui vont vous permettre en fait de soit centraliser, soit de mutualiser des moyens et permettre de lancer à distance ou de préparer à distance des configurations d'impression. Deuxième chose que vous avez vue, c'est effectivement le fait que l'interface est semblable aussi bien pour le métal que pour le composite. D'accord ? Et sur le composite, vous avez pu voir à un moment donné les passages, les intégrations des fibres continues. Et là, on va rentrer dans le détail de ces éléments-là. Next. Aujourd'hui, la technologie 3D, globalement, et surtout Markforged, elle s'implémente sur 4 points essentiels que l'on retrouve avec les phénomènes que l'on a aujourd'hui de problématiques sanitaires qui sont un peu plus exacerbées. Premier point marquant, c'est tout ce qui est pièces de rechange. Pièces de rechange mécaniques sur lesquelles vous n'avez pas forcément les parties digitales, les plans. Effectivement, on peut recréer grâce à cette technologie ce genre de type de pièces. Réduire les cycles de maintenance puisque effectivement la qualité mécanique et la qualité esthétique et dimensionnelle et répétabilité de ces machines étant très intéressant, on peut du coup réduire les temps d'arrêt des chaînes de production grâce à la production de pièces qui ont des résistances, on le verra tout à l'heure, équivalentes à des pièces en métal. Troisième point, c'est sur la partie inventaire et logistique. Donc clairement, aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un outil de proximité sur lequel on peut réapproduire des chaînes, on peut réduire les problématiques de logistique et de cette façon, avoir au quotidien l'ensemble des pièces qui vont avec certaines opérations qui peuvent se dérouler dans une usine. Donc là, on a vraiment une capacité à être dans du on-demand et très réactif et de proximité. C'est le dernier point sur la réduction de l'empreinte carbone, où on va lier donc la précédente étape et celle-ci. Effectivement, vous êtes un acteur international, vous avez un centre sur la France qui va créer vos designs, qui va mutualiser ces designs dans cet espace digital que nous avons vu via Eger. Et vous pouvez, si vous dispatchez des machines dans le monde entier, préparer vos lancements depuis un centre et savoir que vous n'êtes pas dépendant d'un seul coup aux États-Unis une taxe qui bouge, d'un seul coup à tel endroit de la planète une frontière qui se ferme, et vous avez constamment votre usine qui a la capacité à être alimentée, ou en tout cas au minima l'ensemble des pièces de fonctionnement ou de rechange qui peuvent être produits de façon à ne pas arrêter vos chaînes de production. Next. Donc, si on passe un message aujourd'hui grâce à la 3D globalement et avec les équipes de Alizé Plasturgie et de Markforged, c'est effectivement sur coûts de production sur lesquels on peut réduire les problématiques de coûts de production de faibles séries, mais aussi d'outillage. Au travers des temps utilisés, effectivement, comme elles sont simples et qu'elles sont répétables, on n'a pas besoin d'utilisateurs qui sont constamment derrière des machines, et on peut éviter éventuellement, pour ceux qui ont des stations d'usinage, d'avoir des opérateurs qui arrêtent les machines et les programmations pour aller faire des pièces d'outillage en interne et reprogrammer ensuite les chaînes de prod. Non, on laisse nos chaînes de prod et on optimise nos temps masqués. Donc du coup, une augmentation de la rentabilité de la production de la chaîne en réduisant les arrêts. Et globalement, toute une approche sur le cycle de vie du produit, en amont sur les lancements,
préparation à l'intégration et préparation à l'industrialisation. Donc, du coup, une capacité à mettre en production beaucoup plus rapide, puisque tout un tas d'outillages pourront être intégrés grâce à cette technologie, et donc réduire au finish les frais de stockage, les frais d'inventaire, avec des pièces ou des moules qui seraient stockés des années pour pouvoir réapprovisionner dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Alors, une des grandes différenciations de cette technologie, c'est vraiment la notion des matières. Donc, je vous propose de rentrer vraiment dans le détail de la technologie. Qu'est-ce qui fait sa différence? Partons de la CAO qui est à gauche, et effectivement sur laquelle on a une pièce. On va travailler sur cette base de CAO et définir en partie centrale au travers de Heger le slicing de cette pièce-là pour la machine, sur le concept, et les endroits sur lesquels nous allons renforcer cette pièce pour que mécaniquement, elle ait une réponse technique. Et on obtient un print à droite. Donc ça, c'est vraiment le chemin logique avec plusieurs éléments, et on va rentrer dans le détail. Next. Petite vidéo pour vous montrer la résistance, effectivement, de la matière. Donc, au travers de cette vidéo, next, ce qu'on voulait surtout vous montrer, c'est les équivalences de résistance. C'est-à-dire que aujourd'hui, en pounds, c'est équivalent en tonnes à peu près 10 tonnes de résistance mécanique. Alors, on vous a mis en exemple ce qu'on pourrait tracter avec cette pièce-là grâce à cette technologie. Ben, c'est un camion de ciment chargé, c'est 5 Q7 à la suite, accrochés, c'est 7 scéniques, etc., etc. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer quel est le point fort de cette techno et quelle résistance mécanique elle va vous apporter. Next. Jocelyn. Oui, alors effectivement, pour reprendre la main sur les matériaux, la matière de base utilisée par Markforged est l'Onyx, donc qui est un nylon renforcé, déjà chargé avec de la fibre de carbone, qui est déjà 1,5 fois plus résistante que l'ABS. Et cette matière a des très bonnes propriétés de résistivité chimique et de tolérance à la chaleur, en plus d'un très bon état de surface. Et elle peut être utilisée avec l'ensemble des fibres longues de la gamme Markforged. Donc, cette matière déjà de base permet de répondre à beaucoup de cas d'application. Après, chez Markforged, l'idée c'était de développer d'autres matériaux. Donc, l'Onyx FR est arrivé très rapidement avec une certification V0, donc qui va avoir les mêmes caractéristiques que l'Onyx, mais en plus va permettre de répondre à des applications où le retard à la flamme est important en conservant justement une très bonne résistance mécanique et un poids contenu. Et puis le nylon blanc qui est une matière qui répond à d'autres applications pour des pièces cosmétiques, pour du médical, qui vont du coup être des pièces beaucoup plus lisses, non abrasives, avec beaucoup de manipulations répétées, et effectivement possibilité de renforcer cette matière avec l'ensemble des fibres également. Voilà. Ça, on peut passer au suivant. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand toutes ces matières, on vient les combiner, donc ces matières matrices, on vient les combiner avec de la fibre continue, de la fibre longue, où on va vraiment obtenir des caractéristiques mécaniques ou des tenues en température très intéressantes. Donc la fibre de base, on va dire, c'est la fibre de verre. On va le voir, effectivement, on a différentes tenues mécaniques, différentes résistances en fonction des fibres qu'on connaît quand même bien. La fibre de verre, c'est l'une des plus économiques, c'est celle qui répond à l'ensemble des applications,
2,5 fois plus résistante que l'onyx, 8 fois plus rigide que l'onyx. Dès qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus solide, on va aller sur de la fibre de verre haute température, haute résistance, haute température, qui là va pouvoir tenir jusqu'à 150 degrés tout en étant plus rigide encore que la fibre de verre et plus résistante. Le Kevlar est beaucoup utilisé pour des applications sur des charges répétées ou sur des résistances à la fatigue. Et la fibre de carbone qu'on connaît quand même beaucoup, qui est très utilisée, elle va être vraiment utilisée dans des cas où on va chercher à remplacer des pièces qui normalement sont faites en aluminium, où on va viser des très grandes résistances mécaniques. Dans cette vidéo, c'est cette fibre qui est utilisée. Et là, on est jusqu'à 6 fois plus résistant et 18 fois plus rigide que l'onyx. Donc, on a vraiment une fibre très utile. Suivant. Oui, tout à fait, Jocelyn. Au travers de ce slide, ce que l'on veut vous montrer, donc côté gauche, vous avez l'esthétique extérieure de la pièce. Hein. Donc, on voit l'état de surface qui est parfait sur cette technologie, qui est pourtant une technologie de dépôt de fil. Les parties fines que vous voyez sur la gauche de la pièce de gauche, ce sont vraiment les parties de fibres continues sur lesquelles nous avons additionné en fait de la matière pour que vous ayez toute la résistance mécanique. Donc concrètement à droite, vous voyez que en fait on va déterminer en fonction des contraintes mécaniques que l'on va voir un petit peu plus tard, quel type de stratégie de dépôt de fibres continues nous devons appliquer. Soit concentrique tel qu'on le voit, soit isotropique, on va vous présenter ça un peu après, et en fonction de chacune des stratégies que vous allez choisir, vous allez avoir une réponse mécanique différente. Next. Alors pour illustrer effectivement ces résistances mécaniques, le meilleur moyen c'est quand même d'avoir un graphique, au-delà d'avoir une pièce dans les mains et de pouvoir tester une application concrète. Ici on se rend compte très bien effectivement de la matière de base qui est l'onyx et le renforcement à droite. La matière de base, donc onyx est déjà meilleure comme on le voit que l'ABS et a une courbe assez élevé par rapport à l'ABS, on est quand même vraiment meilleur. Et dès qu'on commence à renforcer avec de la fibre, là, c'est plus le plastique, c'est plus l'ABS, c'est vraiment le métal, c'est l'aluminium. Et on voit très bien qu'effectivement, avec la fibre de carbone, on atteint des tenues mécaniques qui sont très impressionnantes. C'est pas la fibre la plus adaptée pour toutes les applications. C'est pour ça qu'on a le choix avec d'autres fibres. Et on voit par exemple que le Kevlar va être moins haut, mais va tenir plus longtemps en résistance. Tout dépend en fait après de ce qu'on souhaite renforcer, quel est le point critique, on va dire, sur notre application, sur notre pièce. Suivant. Tout à fait. Donc, comme on le voyait ici, vous voyez sur les trois rectangles sur votre écran, en partant de gauche, on va effectivement ajouter des couches de fibres continues très régulièrement et en grand nombre. Donc, on aura une très forte résistance à la tension. Si on veut avoir plutôt de la résistance à la pression, et bien effectivement, on va avoir, et à de l'impact, on va avoir du multicouche uniquement sur la partie hauteur. Et si on est sur une compression globale de votre pièce, vous avez intérêt à avoir effectivement une démarche sur laquelle on va renforcer sur tout le périmètre de votre pièce avec du filament soit de nature Kevlar, parce qu'il y aura besoin d'absorption un petit peu, ou de type carbone ou fibre de verre à haute température, etc. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment ce type de stratégie que vous allez pouvoir appliquer grâce à cette technologie. Next. Alors effectivement, pour compléter ce qui a été dit, donc toutes ces opérations sont réalisables dans le logiciel Eiger. Vous l'avez vu à un moment donné, effectivement, dans la vue interne. C'est à ce moment-là qu'on vient choisir le type de stratégie. La stratégie qu'on déploie souvent, c'est la stratégie sandwich, ou de partir du principe que notre pièce ou notre renfort de fibre va fonctionner un peu comme un IPN pour avoir à la fois légèreté et solidité. Donc on le voit très bien dans ce cas. Si on met que de la fibre, on pourrait imaginer qu'on va être très résistant. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il faut aussi de la matière entre les deux. Donc c'est le infill, c'est l'âme de la pièce, on va dire. Et on se rend compte que dès qu'on commence à
justement avoir cet effet sandwich avec de la fibre plus de l'onyx ou du nylon, mais voilà, d'une matière matrice, on vient vraiment augmenter les performances et les tenues mécaniques tout en conservant un poids qui est très minime en fait au final par rapport au gain de performance. Et quand on commence à appliquer ça effectivement sur des pièces qui normalement sont faites en alu, on peut avoir la même rigidité, la même solidité avec des pièces qui sont beaucoup plus légères. Sur dans je sais pas Patrick. Oui, tout à fait. Donc, pour reprendre les deux grands schémas hein, de dispatch de fibres, et quand on vous parle de concentrique ou de isotropique, vous avez sur la partie gauche le schéma concentrique, c'est-à-dire plutôt autour des trous de perçage, sur les périmètres, alors que sur la partie isotropique, en fait, vous êtes sur la couche complète d'application. Next. Alors, pour que vous ayez une petite vue de synthèse sur la gamme et comment est composée la gamme effectivement de Markforged, côté gauche, vous voyez la liste des matériaux avec les deux matériaux de base que sont le nylon et l'onyx. En dessous, les fibres continues que vous pouvez rajouter. Et sur la partie supérieure, donc les machines décomposées comme je vous le disais tout à l'heure, à savoir les desktops qui sont les plus petites machines que vous pouvez poser sur les bureaux, les machines industrielles. La grande différence entre les deux étant que les machines de bureau, on contrôle la calibration via des languettes, alors que sur les parties industrielles, vous avez un laser de contrôle. Et deuxième différence, c'est aussi les surfaces à imprimer. En termes de gestion des matériaux, vous voyez que l'approche est assez similaire, puisque la One et la X3 gèrent toutes les deux uniquement les matériaux de base. La Pro et la X5 vont gérer les matériaux de base plus la fibre de verre, alors que la Mark II, comme la X7, vont gérer l'intégralité des matériaux. Ce qui veut dire que, par exemple, sur Alizé Plasturgie, on va le voir tout à l'heure sur la configuration, vous êtes à même de faire des tests et de travailler en collaboration avec l'équipe Alizé pour aller effectivement faire des études sur non seulement des matières de base, mais en plus des matières renforcées. Et à droite, la partie métal, on fera un tout petit focus à la fin pour vous montrer les points majeurs et pourquoi Markforged est allé sur cette partie métal. Next. Alors, la vision de demain. Oui, alors effectivement, Markforged a créé une plateforme qui s'articule autour des besoins d'aujourd'hui, mais en anticipant ceux de demain. Donc, on parle aujourd'hui déjà d'un inventaire digital, d'avoir vraiment l'ensemble de nos pièces disponibles sur un logiciel cloud qui soit utilisable à travers le monde et une visualisation de l'ensemble des machines, que ce soit composite ou métal, sur lesquelles on peut imprimer. Donc, c'est aussi ce qu'on utilise avec la gestion de flotte de machines pour connaître les temps d'utilisation par machine, de savoir les matériaux les plus utilisés, les utilisateurs, donc vraiment une approche numérique de la chose. Et pour répondre aux besoins de maintenance, Markforged a décidé d'avoir une seule entrée, on va dire, au niveau du support. Ce sont des choses que vous retrouvez sur notre site internet. Quelle que soit votre machine, vous n'êtes pas obligé d'avoir la plus grosse machine pour avoir le plus haut niveau de maintenance. C'est un seul niveau de maintenance, un seul niveau d'entrée de maintenance pour l'ensemble des solutions Markforged. Suivant. Alors, petite différenciation là encore et apport, puisque vous avez vu que on a des vraies grosses résistances mécaniques très importantes. Il était intéressant du coup de voir dans les évolutions et de ce qu'apporte la marque les partenariats en même temps et les types de développement. Pourquoi? Pour répondre à des vrais besoins industriels et de pouvoir anticiper. Parce qu'on a vu sur l'outillage effectivement, mais concrètement, lorsqu'on est industriel, est-ce que cette pièce, on peut l'utiliser? Est-ce que si je fais de la machine spéciale, je peux l'intégrer dans une machine spéciale? Est-ce que si je veux vendre ma pièce, je vais pouvoir avoir une bonne simulation et une bonne visibilité de où est-ce que va casser ma pièce? Donc, Markforged a un partenariat avec une société qui s'appelle MSC Software
Et dans le cas de Danfoss, par exemple, vous voyez la pièce en grisé à gauche, tout simplement parce qu'on Danfoss ne souhaite pas forcément communiquer sur le design définitif. Il a été mené l'étude en fait avant d'imprimer sur le logiciel où est-ce que, en fonction de certaines contraintes, potentiellement la pièce allait casser. Donc c'est ce que vous voyez dans le modèle à gauche, la partie avec des couleurs bleu foncé, bleu clair. Et puis vous le voyez sur cette pièce, 2 zones rouges. Et ensuite, eh bien effectivement, par test mécanique, il a été testé pour valider ce que vous voyez sur la pièce à gauche, c'est-à-dire l'endroit où ça a réellement cassé, pour valider l'ensemble des simulations. L'idée étant de pouvoir en fait pratiquement imprimer une pièce qui soit le bon design et vous permettre de répondre exactement aux contraintes qui seront imposées à cette pièce. Next. Alors dans cette idée comme là, de réduire les itérations de production et d'avoir toujours des pièces plus précises, Markforged est en train de développer un logiciel qui s'appelle Blacksmith, qui intègre de l'intelligence artificielle et qui permet tout simplement en fait de faire de la fabrication adaptative. Donc on va le voir tout de suite dans le slide d'après. Suivant. Merci. Pas de souci. On le voit très bien donc ici effectivement, l'intégration en fait de l'intelligence artificielle dans nos logiciels nous permet de venir combiner un logiciel ou un outil d'inspection 3D type scanner 3D avec notre technologie pour rendre les machines plus intelligentes, plus précises. Alors plus intelligentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pièces vont être imprimées plus proches du fichier 3D et le logiciel en fait va enrichir une base de données avec l'ensemble des pièces qu'on va avoir imprimées et scannées pour que les pièces soient toujours plus précises, correspondent toujours plus à l'application, soient toujours plus proches au niveau dimensionnel de l'application et qu'il y ait le moins de retouches possible, le moins de post-traitement pour que la pièce, une fois sortie de machine, elle soit directement utilisable en conditions réelles. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important, qui est un vrai différenciateur par rapport à Markforged, c'est comment demain, les utilisateurs de nos machines et les personnes qui ne sont pas encore utilisateurs vont pouvoir répondre à certaines problématiques opérationnelles grâce à ce logiciel. Suivant. On a perdu Jocelyn. Oui, je ne sais pas si du coup. Si, on t'avait perdu. Oh, excuse-moi. Je suis là. C'est tout bon, est-ce qu'on entend bien? Ok, est-ce que tu continues là, sur cette partie ou pas? Allô? Tu parles à qui du coup? Du coup, Non, tu peux parce représenter que... un petit peu tu peux représenter la machine effectivement. ou voilà, je te laisse Ok. Sur cette machine, effectivement, qui est au sein de la plateforme Élysée Plasturgie, on voit quelques exemples, donc du coup, sur la gauche, de pièces qui ont été imprimées, qui sont des pièces d'outillage. Et on voit donc effectivement les caractéristiques dimensionnelles et de choix des matériaux, qui est quand même assez large et qui permet de répondre justement en termes de taille de pièces et en termes de résistance mécanique à pas mal d'applications sur l'industrie. Le slide suivant. Patrick, est-ce que tu... Oui, donc là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est avec Jocelyn, de vous présenter des études de cas sur lesquelles concrètement des industriels sont allés chercher cette technologie pour réduire la masse des pièces, optimiser les designs et du coup avoir en interne des capacités d'adaptation pour des contraintes X ou Y. Pardon. Donc, Jocelyn, je te laisse rentrer dans le détail de ce cas. Oui. Pour nous. Merci. Alors, sur Varistia, le challenge, donc c'est une société qui est essentiellement fournisseur, on va dire, enfin, qui fournit des pièces pour l'industrie marine et puis tout ce qui est bateau, donc des pièces de maintenance, des pièces lourdes. Et ils ont, c'est une société qui agit au niveau mondial et qui fournit des pièces de maintenance à travers le monde.
Et en fait, le challenge sur cette pièce, c'était de pouvoir manipuler des pièces, comme on le voit à droite, qui sont des pistons de moteur de bateau, avec plus de facilité. Donc l'outil qu'ils utilisaient à la base, c'est l'outil qu'on voit en jaune, qui est très lourd, qui demande déjà pas mal de manipulation par les opérateurs. Et en fait, ils ont pris ce cas-là comme cas d'exemple pour dire, OK, si demain on arrive à faire ça, on pourra couvrir 90% de nos besoins et dupliquer ça à travers le monde, voire même imprimer des pièces directement sur un bateau. Sur cet outil de levage, l'outil de levage, en fait, il a été validé et certifié. C'est le premier outil de levage qui est certifié, qui a été imprimé en 3D et qui est certifié par le bureau Veritas. Il est certifié CE pour 240 kg, mais cet outil a été capable de lever 960 kg. Donc, au-delà des valeurs, on va dire, au-delà du fait que ça répondait à leurs demandes, ça leur a permis de gagner 75% du poids, donc manipulation opérateur beaucoup plus facile, et donc du coup un dimensionnement du système de levage plus petit, pas forcément besoin d'avoir un système de levage plus gros, on va dire, et ils ont surtout gagné environ 100 000 euros juste sur l'outillage et sur les systèmes qu'ils utilisent pour lever ce genre de grosses pièces. On peut passer au slide suivant. Donc là, effectivement, on a directement la vue sur la pièce et un commentaire. Vous pourrez le voir sur le replay. Ça a permis vraiment de réduire le temps de développement des outillages et puis de se concentrer sur ce sur quoi ils ont leur expertise. Merci. Suivant. Dans ce cas d'application, c'est vraiment dans tout ce qui est donc main de préhension de robots et outillage de bras, de fin de bras de robots. L'idée, c'est vraiment de pouvoir déplacer une pièce très facilement en ayant du coup des accélérations de déplacement de robots. Et en ne marquant pas la pièce, parce que c'est vraiment ça qui était problématique, c'était de ne pas marquer la pièce et de pouvoir réduire du coup le poids de l'outillage. Et dans les effets collatéraux, eh ben, il y a forcément un temps d'obtention qui est beaucoup plus faible et surtout un coût par pièce qui est énormément réduit. Mais comparé à une pièce qui serait endommagée lors de la manutention, ou la manipulation par le robot, c'est un coût qui est minime. Donc, comme dans ce cas-là, ils ont vraiment choisi directement la technologie Markforged. On peut passer au suivant. Oui, donc là, par exemple, un petit exemple sur aussi une capacité très intéressante avec ces machines-là, c'est que ayant une très bonne répétabilité et ayant une très bonne résistance mécanique, effectivement, vous pouvez ajouter des inserts. Alors, en général, on vous conseille de plutôt faire de l'ajout post-production et pas en cours de production. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir des têtes d'impression qui tapent effectivement dans des supports qui seraient pas très bien insérés. Donc, il suffit en fait de chauffer l'insert. On préconise des inserts plutôt vissés plutôt que à pousser, de façon à ce que effectivement la matière se laisse la place à la partie filetage et que vous puissiez visser parfaitement votre insert jusqu'à l'endroit où vous le souhaitez. Lorsque la matière du coup se refroidit, eh bien votre insert est encapsulé et comme on est avec sur les parties extérieures une partie fibre polyamide et renfort carbone, eh bien vous avez une très bonne résistance et du coup les filières traînent très bien. Next. En complément de ça, juste sur les inserts, c'est vrai qu'on peut faire une pause pendant l'impression et venir mettre un insert, parce que sur notre technologie, le plateau n'est pas chauffant et l'enceinte n'est pas chauffante. Donc on peut enlever le plateau, mettre un insert, remettre le plateau et le repositionner avec une très grande précision et redémarrer l'impression. Bien sûr, ça s'anticipe dans la conception, là où on va souhaiter mettre l'insert, effectivement. Donc on voit ici des applications d'outillage sur lesquelles effectivement on a réalisé avec certains clients des opérations.
Donc, soit des morts de serrage, soit des systèmes de fixation pour aller souder. Donc, quels que soient les types de pièces. Vous pouvez aussi utiliser la grande rigidité pour aller avoir des parties résilientes et avoir des notions de bilame qui peuvent avoir des rétractions en fonction des coupes apportées, donc des découpleurs. Voilà, c'est tout ce genre d'applications que vous pouvez trouver. Vous pouvez voir les finitions esthétiques de ces pièces-là sur les photos. Ces pièces, vous le voyez, en termes de finition esthétique, n'ont subi aucun post-traitement. La finition que vous avez à l'écran sort directement de la machine. Next. Là, un mixte entre deux notions. Une notion d'effectivement de qualité dimensionnelle, puisque on va avoir un système à pompe qui va tourner à l'intérieur, avec un système de fixation où on utilise le mode insert que l'on a vu tout à l'heure. Et puis, du coup, on passe aussi, au travers de cette pièce-là, une visualisation sur l'étanchéité vis-à-vis du flux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la liaison entre intercouches due à la technologie est de très très bonne qualité. Et je rebondis vraiment sur le point de Jocelyn de tout à l'heure, à savoir pas de température à l'intérieur de votre enceinte, pas de plateau chauffant. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous pouvez être dans un atelier, vous pouvez être dans un bureau d'études, vous aurez exactement la même constance et la même répétabilité et qualité dimensionnelle de votre machine. Next. Petite vidéo pour vous montrer effectivement une utilisation en outillage d'un client. Ce qu'on a vu sur la vidéo, donc un outillage, on va voir maintenant dans le prochain slide, en fait, qu'est-ce qui a été imprimé concrètement par le client pour aller réaliser donc cette opération et avoir effectivement cet outil de maintien de sa pièce pour aller faire du fraisage. Donc, comme vous le voyez sur le plateau, bien, le client a utilisé l'impression pour aller imprimer chacune des pièces et composer son système d'outillage pour maintenir et pouvoir utiliser ces pièces. Gros intérêt, ça veut dire que vos machines d'usinage et de fraisage, vous les utilisez que pour faire de la production et qu'en parallèle, la production de vos outillages de calage, de systèmes de maintien, de fixation, aux jauges, etc., vous pouvez les produire avec la machine d'impression. Next. Voilà, un autre exemple, effectivement, d'un système de fixation sur lesquels on va venir percer ou fraiser des éléments sur une pièce. Next. Alors, fixation ici, effectivement, avec un mort où on vient reprendre du coup la géométrie extérieure de la pièce pour avoir une parfaite maintien. Et on voit qu'ici, au niveau de ces morts de serrage, en fait, on va reprendre une géométrie très particulière sur lesquelles on pourrait effectivement prendre un peu de temps et avoir des coûts assez importants si on était en fraisage sur ces parties de mort. Et bien, en impression, effectivement, pour un coût très très faible, on va avoir de ce fait-là un retour sur investissement qui va être très intéressant. Next. Donc voilà, 5 heures d'impression, 8,90 € pour ces morts de serrage. Donc effectivement, comme on peut le voir, très très grand intérêt pour l'industriel, au-delà du temps nécessaire pour produire ces pièces, puisque autrement il aurait fallu passer une commande, interroger éventuellement un sous-traitant potentiellement et obtenir ces pièces. Jocelyn ?
Alors effectivement, sur l'ensemble des cas d'application qu'on a pu voir, c'est essentiellement pour de l'outillage, mais quand on va un petit peu plus loin, comme sur ce cas d'application, on vient carrément faire de l'outillage pour du moulage, des empreintes. Donc dans ce cas, Humanitix en fait est une société qui fabrique des pièces pour des mannequins de crash test, et en fait c'est un outillage pour de la coulée silicone, mais qui est soumis quand même à des notions de tenue en température et des qualités de surface. À la base, ils le fabriquaient avec d'autres procédés en usinage, de l'usinage de résine ou autre, ou des coulées de résine époxy. Et ils ont trouvé cette solution vraiment plus intéressante, puisque la capacité de faire un vrai moule professionnel avec tout leur savoir-faire et une réduction des coûts et des temps d'obtention, possibilité de faire des itérations au niveau du design avant de valider la pièce. Donc un vrai cas très intéressant sur de l'outillage pour ici de la coulée, mais applicable à bon nombre d'autres types d'outillage, injection ou autre. Alors pour rebondir sur effectivement les ouvertures de ce que a créé Markforged et comprendre aujourd'hui comment Markforged a bouleversé une première fois le monde de l'impression dépôt de fil, puisque la technologie est du dépôt de fil, quand bien même aujourd'hui quand vous regardez, si on reprend les métriques importants, premier avantage, enceinte froide, plateau froid, qualité mécanique, qualité esthétique. Donc on voit qu'effectivement, Markforged en 2014 a bouleversé ce marché-là en apportant un vrai savoir-faire et des plus-values au niveau d'une technologie qui, par essence et habitude, n'apportait pas forcément tous ces métriques. Sur cette base-là, deuxième bouleversement effectivement technologique, c'est d'aller faire du métal. Donc on va voir en liant la technologie FDM avec le principe du MIM, qui est une technologie et une approche métallurgique connue du monde industriel, comment Markforged va répondre à faire de la pièce de main de métal, et dès aujourd'hui d'ailleurs, et avec quel type de matériaux et quel est le principe, pour que vous puissiez envisager d'autres applications encore plus techniques ou encore plus contraignantes avec la partie métal. Next. Cinq briques pour arriver à la pièce finale. Première brique, c'est effectivement le design. Donc toujours penser au fait que on est dans une technologie à part entière aujourd'hui et que de ce fait-là, il faut lui appliquer certaines règles et donc designer d'une certaine façon sa pièce. Deuxième partie, le print. Donc là, on va anticiper, en fait, le logiciel va grossir un peu cette pièce en termes de dimensionnel. Pourquoi? On va le voir après par la suite au niveau du sinter. Et donc, vous, au niveau de votre design, vous designez bien votre pièce à l'échelle 1 et le logiciel s'occupe de travailler les problématiques d'augmentation dimensionnelle pour anticiper la problématique des retraits. D'accord? Donc, lorsqu'on va imprimer, on va avoir ce qu'on appelle une pièce verte qui ne disposera pas à ce moment-là de qualité mécanique et dont le filament sera composé de 3 matériaux, la matière métal, un liant polymère et une cire que l'on va faire fondre. Troisième partie, c'est le wash. Donc, on trempe en fait cette pièce dans un liquide chimique, on enlève cette partie cire et de ce fait-là, on obtient ce qu'on appelle la partie brown, prête au sinter. Et dernière étape du traitement, c'est effectivement le sinter, c'est-à-dire passage au four à haute température qui est calée sur les métaux qui seront utilisés forcément, donc de la gamme de métal, ayant pour objectif cette fois-ci de faire la liaison moléculaire et d'obtenir cette fois-ci une pièce avec des caractéristiques mécaniques et avoir une très bonne métallurgie puisqu'on est à 99,7, 99,8 en fonction des métaux, pourcentage de la métallurgie, pour obtenir votre pièce finale utilisable. Next. Voilà, donc en schématisant, pour qu'on reprenne les étapes importantes avec simplement une visualisation de concrètement sur le terrain comment ça se fait. La partie gauche avec l'impression FDM où vous retrouvez l'esprit de ce que vous avez vu sur les parties et de ce que vous voyez sur les parties composites. Donc quelque chose de très simple à utiliser avec peu de contraintes dans votre environnement et assez facile à intégrer. Deuxième phase qui est effectivement le déliantage.
Donc là, avec une machine spécifique dans laquelle on met dans des bacs les pièces. Et puis, dernière étape qui compose les 2 dernières photos, effectivement, dans le four, qui est la 4e photo à droite, on va intégrer les pièces, les faire monter en température, de façon à avoir la liaison et obtenir les qualités mécaniques. Next. Alors, quelques exemples de pièces pour vous montrer effectivement sur la pièce centrale qui est au centre avec un pan incliné, des petits traits blancs que vous voyez, qui est la céramique qui sert à séparer votre matière support, qui est toujours la matière de construction, et votre pièce. Et cette céramique, en fait, disparaît lors du fritage, elle se volatilise, ce qui veut dire que pour séparer votre pièce de votre support, il suffit de prendre vos doigts et de lever cette pièce-là. Elle se défait très facilement, contrairement à d'autres technologies. D'autres aspects sur le fait que vous puissiez aussi traiter à l'intérieur de votre pièce métal une structure alvéolaire de différents types et qui vous permet d'alléger la pièce dans certains cas ou dans certaines contraintes. Jocelyn, un petit point par rapport à ça? Oui, alors effectivement, on a sur notre machine la possibilité d'utiliser environ 8 matériaux, des aciers inoxydables en passant par les outils, des aciers d'outillage jusqu'aux super aciers et le cuivre. Donc des matériaux qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont très faciles à changer. Donc, vous pouvez utiliser l'ensemble de ces matériaux très facilement en switchant de l'un à l'autre en une dizaine de minutes. Et puis, des matériaux un peu plus spécifiques qui sont en cours de développement, et qui ont été remplacés par notamment le cuivre, qui est une des matières les plus attendues, les plus utilisées dans l'industrie. Vous avez par exemple le 316L ou le titane, qui répond à des demandes toutes particulières pour l'aéronautique. Suivant. Alors, juste pour finir effectivement sur un cas d'application sur le métal, très rapidement, après on laissera la place aux questions-réponses. Dans ce cas, en fait, on est encore sur de l'outil, de la main de préhension de robot, du gripper. Mais dans ce cas, en fait, ils ont vraiment cherché à optimiser l'efficience du gripper. Donc, à la base, il avait imprimé en composite avec de la fibre de carbone. Ils se sont rendus compte que c'était très intéressant, mais ils ont voulu aller un petit peu plus loin pour accélérer les cadences et optimiser les performances du robot. Donc, ils sont passés sur du métal. Ils ont allégé la pièce et retravaillé le design. Et du coup, ça leur a permis de gagner du temps sur leur machine annexe. C'est-à-dire que les CN qui tournaient pour fabriquer ces outillages, au final, n'avaient pas vraiment toute la valeur ajoutée d'utilisation des CN. Donc, ils ont préféré acheter une imprimante, les imprimer et dégager du temps sur les CN pour pouvoir imprimer des pièces à plus forte valeur ajoutée. Donc, ils ont gagné du temps machine, mais aussi du temps d'efficience robot parce qu'ils ont pu accélérer les cycles aussi. Suivant. Eh bien, merci Patrick, merci Jocelyn pour votre Merci. intervention. Désolé pour les quelques incidents techniques. Vous avez certainement compris qu'on était tous chez nous, donc voilà, quelques soucis, mais j'espère que ça n'a pas trop altéré la présentation. Je vous propose, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc si vous souhaitez répondre, donc Jocelyn ou Patrick. Il y avait une question sur la matière, notamment, à quelle épaisseur est-elle V0? Là, on revient au sujet, évidemment, Markforged Composite, caractéristiques matière. Ok. Là-dessus, c'est une question très précise où je pense que ce sera plus simple de répondre. On a des informations là-dessus et la documentation, donc ce sera beaucoup plus simple de répondre à ces questions en off après. Là, les tests qui ont été faits, c'était sur des épaisseurs, sur des éprouvettes qui doivent être aux alentours des 2 mm, peut-être un petit peu plus. Donc, pour pas dire de bêtises, le mieux, c'est quand même d'avoir quelque chose de documenté et de comprendre l'application derrière aussi par rapport à cette question. Il y a une question sur le post-traitement. Est-ce que, par exemple, les pièces peut être
peintes, notamment sur l'Onyx FR. Est-ce que vous avez fait des études? Alors, il n'y a pas d'étude de fait. Comme on l'a dit, le nylon blanc se peint très bien. L'onyx, dû à sa couleur noire, on va dire, ça va être un peu plus difficile. L'onyx FR, je pense qu'il se peint bien aussi. Après, est-ce que ça altère les propriétés justement de retard à la flamme? Ça veut dire une peinture spécifique, etc. On va dire qu'en théorie, aucun problème pour le peindre avec un post-traitement pour avoir une bonne accroche et une peinture, en théorie, oui. Après, est-ce que ça va conserver voilà, les propriétés retard à la flamme et ne pas altérer justement les propriétés mécaniques de la pièce? J'ai pas de retour là-dessus. Ouais, alors là-dessus, j'apporte juste un complément parce qu'on a travaillé sur des dossiers avec des gens qui avaient effectivement ces problématiques-là. Il faut aller chercher des peintures qui sont dotées des mêmes caractéristiques et ça existe. Et donc, vous pouvez très très bien aller répondre à ces contraintes-là en sachant que sur ces contraintes normatives dans l'aéro, vous avez 3 niveaux en fait de demande. Hein. Donc, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, par exemple, dans un avion, si vous êtes en cabine, si vous êtes en poste de pilotage, les contraintes normatives ne sont pas identiques. Et donc, de ce fait-là, à chaque fois, au-delà de la matière seule, vous allez aussi avoir des gammes de peinture et d'apprêtage qui vont être différentes puisqu'elles doivent répondre aux contraintes. Si vous êtes dans le transport, par exemple, dans le ferroviaire, vous allez avoir des normes qui vont être un tout petit peu différentes puisque vous allez en plus avoir la contrainte du feu fumé qui va apparaître et donc du coup la problématique de l'opacité en fait de votre fumée qui peut apparaître. Donc voilà, je pense que la personne qui a posé la question, Sébastien, on va regarder pour Bien sûr. savoir dans quel domaine elle intervient et qu'on puisse répondre avec le plus d'efficience possible et le plus proprement possible à sa contrainte à elle. Voilà. Est-ce que vous avez il y a une question sur les variations de propriété suivant l'axe YZ des matériaux. Est-ce que vous avez des études? Est-ce que tu peux répéter la Alors, question, excuse-moi? Les variations de propriété suivant l'axe X, Y ou Z. Ok. Sur le sens de fabrication, est-ce qu'il y a des données? Est-ce que vous avez des données à communiquer? Patrick, alors, tu voulais... ouais, oui, alors il y en a. Le logiciel que l'on a présenté tout à l'heure, qui est MSC Software, d'accord? En fait, comment ça fonctionne et comment a été travaillé ce logiciel-là? Ils ont imprimé des barres de stencil sur lesquelles ils ont du coup fait des tests mécaniques et à partir de ces résultats, ils ont fait une modélisation. Et c'est là que vous pouvez avoir une simulation. Donc effectivement, oui, il y a quelques différences entre le X, le Y et surtout le Z. Le X et le Y étant liés à des propriétés mécaniques de la machine, vous êtes visiblement assez semblables sur du X et du Y, et vous avez un petit peu de delta sur du Z, puisque là, cette fois-ci, c'est le dépôt qui donne une partie avec le rétrain, une partie de la liaison mécanique et des variations mécaniques. Donc, XY plutôt très proche et Z un tout petit peu différent, en sachant que en fonction de l'orientation des dépôts 0, 45 et 90, vous allez avoir des réponses mécaniques qui vont être différentes en fonction de ce que vous allez apporter. Est-ce que c'est de la traction? Est-ce que c'est de la pression? Est-ce que c'est de l'impact? Est-ce que c'est de la torsion? Voilà, vous posez un couple à une pièce, mais effectivement, votre pièce, elle va avoir un delta. D'où, effectivement, le logiciel qui était travaillé, le partenaire et d'Info s'est allé sur cette étude de cas pour intégrer justement cette problématique de simulation. Donc ça, sachez, voilà, vous pouvez vous rapprocher de nous. On sera à même de travailler sur ce genre de simulation ensemble pour aller étudier effectivement comment va bouger une pièce en fonction de la contrainte que vous allez lui apporter. Je vous propose au vu du timing une dernière question qui devrait être courte, je pense. Une enveloppe budgétaire pour la Metalix. Imprimante, déliantage et four de fritage. Est-ce que vous Ok. pouvez communiquer sur cette info? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a deux versions de four. Il y a ce qu'on appelle le Sinter 1 et donc le Sinter 2. Le Sinter 1, c'est donc un four de plus petite dimension. Et le Sinter 2, la plus grande dimension qui permet de passer vraiment tous les volumes de pièces. La première version, vous êtes aux alentours d'un budget de 125 000
euros, avec quelques aménagements des fois d'installation pour les apports de gaz d'argon. Mais il y a très peu d'aménagements à faire. Et pour la version Sinter 2, vous êtes plutôt aux alentours des 175 000 pour intégrer l'ensemble de la solution. Même chose avec un petit peu d'apport d'argon si vous avez ou si vous n'avez pas, il peut y avoir un tout petit peu de complément, mais c'est vraiment très facile à intégrer comme technologie si on le compare à des technologies de type frittage de poudre métal. Ok. Je vous propose juste de terminer. Vous avez répondu à un sondage en début de présentation. Donc déjà de vous partager le bilan. Donc la question, c'était quelles utilisations verriez-vous pour l'impression 3D? Et je pense que vous avez été une grosse majorité à répondre l'aspect prototypage, et puis après se partager l'impression à la demande, la réalisation d'outillage. Et du coup, on vous propose, et ensuite on en reparlera, on vous propose une deuxième question. On vous propose une deuxième question, voilà, qui va arriver. Et là, vous avez quelques secondes pour répondre. Suite à ce webinaire, quelle est votre impression et quelles sont les applications les plus cohérentes pour la technologie Markforged selon vous? Et normalement, votre opinion devrait évoluer. Donc là, on voit, voilà, donc on voit des choses. Je vais faire apparaître voilà, les réponses. Encore 4, 3, 2, 1. Hop, voilà. On va partager le résultat. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Super. Patrick, Non, un c'est commentaire? très intéressant, effectivement, parce que c'est vraiment le cœur de métier. Et ça veut dire que toute société aujourd'hui en France peut, grâce à la technologie Markforged, démarrer et intégrer ça dans son atelier. Donc c'est vraiment ça le fer de lance. Et ensuite aller vers des types de demandes en interne et progressera. Et c'est vraiment ce qu'on voit avec nos clients, c'est-à-dire que tous nos clients commencent aujourd'hui avec la capacité à produire de la pièce d'outillage. Et petit à petit, eh bien, cette technologie montrant sa résistance, sa qualité esthétique et sa répétabilité, eh bien, elle vous permet d'aller chercher une ou deux ou trois autres lignes que vous avez dans le sondage. Donc voilà, c'est objectif atteint. Merci Sébastien. J'espère que tous les gens qui ont suivi ce webinaire voilà, auront satisfaction à ça. Et en tout cas, je sais que et Sébastien et Jocelyn et moi-même, on est à votre écoute à tous pour partager un peu plus s'il fallait. Voilà, merci à tous. Donc pour rappel, n'hésitez pas donc à participer à nos prochains webinaires. Rendez-vous donc au prochain webinaire qui a lieu le 28 avril, donc à même heure, même jour, même heure. À très bientôt. Merci à tous pour votre participation. Puis merci Patrick et Jocelyn pour votre intervention. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon courage à tous. Au revoir.